Vladimir Poutine monte d'un cran dans sa menace à l'égard de l'Occident. Ce sont ses exercices stratégiques et nucléaires de grande ampleur. Vous êtes avec nous, Xavier Titelman. Bonsoir. Vous êtes la personne qu'il faut pour comprendre, puisque vous suivez de très près et de manière très professionnelle, notamment tout ce qui est du domaine de l'aérien militaire. Parlons d'abord du terrain, puisqu'il y a cette double dimension aujourd'hui. C'est la progression relative, mais la progression des Russes dans le Donbass, dans un certain nombre de villes ou de villages. Souvent, ce sont de petites villes, Selidovo, Toretsk, etc. Regardez, ça c'est Selidovo, une de ces images emblématiques où les Russes hissent le drapeau. Et d'après l'Institut d'études de la guerre, ce serait environ 478 km² qui auraient été gagnés par les Russes. Que se passe-t-il ? Les Russes accélèrent de plus en plus, évidemment, puisque de leur côté, ça fait quand même 2 ans qu'on le dit, ils préparent une montée en puissance, ils ont une économie de guerre, ils produisent de plus en plus, et nous, notre aide, notre soutien à l'Ukraine, il est constant. Donc entre un camp qui a un soutien constant et un camp qui monte en puissance avec l'aide de la Corée du Nord, de l'Iran, etc., logiquement, il y a un déséquilibre qui va se constituer. Il y avait le fameux croisement des courbes où les Ukrainiens avaient pris l'ascendant à la fin d'année 2022. Si on les avait aidés à cette époque-là, on serait en paix aujourd'hui. Le fait de ne rien avoir fait, d'avoir simplement stagné, aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train de reprendre l'avantage. Ça ne peut que s'accélérer, sinon on ne bouge pas. Quel est le type d'armes dont les Russes bénéficient pour marquer ces avancées ? Mais c'est même pas du matériel performant ou efficace. Ils sont avec du matériel en plus grand nombre et de moins bonne qualité qu'au début de la guerre, et des hommes plus nombreux et moins bien formés que par le début. Il y a 2 armées russes. Il y a une armée avec des hommes jetables, qui sont consommables, qui sont perdus réellement par centaines par jour. On est quand même avec 76 000 morts identifiés nominativement du côté russe, dont on connaît réellement l'identité, et 3 fois plus de morts probables. Donc plus de 200 000 morts probables sur la totalité. Donc les Russes continuent avec cette méthode. Et une fois que les défenses ukrainiennes sont fatiguées, il y a une deuxième armée russe qui arrive derrière, efficace, des troupes d'élite, des Spetsnaz, et c'est eux qui arrivent à prendre ces villes. Et on le voit par contre, les Ukrainiens aujourd'hui, les villes, elles sont pas aussi rasées que par le passé. Ça montre aussi que les Ukrainiens ont l'autorisation, depuis le changement du chef d'état-major, de reculer pour éviter de mourir pour des tas de ruines. La notion de point de rupture. Après vous, on recevra Gérard Haro. Il décrit ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Au-delà de la question du kilomètre carré, du nombre d'hommes, etc., il y a un moment où une nation y croit ou n'y croit plus. Et il y a un article très inquiétant pour l'Ukraine de The Economist, qui n'est pas suspect d'être défaitiste par principe, qui dit le risque, c'est que les deux puissances s'usent énormément, les Russes perdent beaucoup d'hommes, etc., mais que le point de rupture arrive plus vite pour l'Ukraine. Alors, si aujourd'hui l'Ukraine n'est pas aidée davantage que ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne peut que s'accélérer en leur défaveur. Maintenant, l'Ukraine est aussi dans une situation où elle n'a simplement pas le choix, parce qu'elle sait très bien que s'ils arrêtent de se battre, ce sera pire demain. Ils savent ce qui se passe dans les zones occupées. Il y a les zones qui ont été occupées et libérées par la suite, les grandes villes comme Kherson, Kupiansk, Izium. Ils savent ce que c'est que l'occupation russe. C'est les tortures, c'est les viols, c'est les déportations d'enfants, plusieurs centaines, 600 000 enfants officiellement déportés par la Russie, de leur propre aveu. Et ils savent qu'ils n'ont simplement pas le choix. Donc demain, si jamais ça s'effondre, ils feront plus. Et ce sera encore plus douloureux, mais vous avez d'autres pays comme la Pologne qui ont dit qu'ils iraient sur le terrain. Xavier Titelman, je recommande toujours de vous écouter parce que d'abord vous connaissez très bien, vous aidez les combattants ukrainiens, vous êtes aujourd'hui un acteur, voilà, et en même temps vous dites les choses avec beaucoup de franchise. On entend de plus en plus dire des Ukrainiens, alors souvent en dehors de la caméra, il y a l'Ukraine pour laquelle ils se battront toujours, disons les grandes villes, Kiev, Odessa, Kharkiv, etc. Et il y a des régions qui comptent moins au cœur d'une partie des Ukrainiens. Est-ce que c'est vrai que le Donbass, une partie du Donbass par exemple, suscite moins d'attachement, moins de sacrifices spontanés ? Alors, pour les habitants du Donbass, quand vous allez à Kramatorsk, quand vous allez sur les villes qui sont aujourd'hui en danger, eux, c'est leur maison, c'est leur pays, c'est l'Ukraine, et ils ont peur demain d'être envahis par la Russie et d'être occupés par la Russie. Ils ont nulle part où aller, parce que c'est souvent les gens pauvres qui sont encore présents dans cette région. Et donc effectivement, les gens, quand on va à Lviv, je me souviens d'un chauffeur de taxi qui m'avait amené à la frontière pour rentrer, il me disait... Franchement, c'est loin ces villes-là. Nous, on n'a pas forcément vocation à mourir pour des villages dans le Donbass. Donc ceux aujourd'hui qui veulent se défendre, c'est avant tout les populations les plus russophones, que dans la propagande russe, ils disent soi-disant qu'ils veulent devenir russes. Non, non, ces populations-là sont celles qui ont le plus envie de résister parce qu'ils veulent surtout pas être occupés. Maintenant, le Sud, moi j'ai l'impression qu'il y a un attachement plus fort au Sud, mais aussi lié à la géographie. Si demain... par miracle, les Américains donnaient le matériel nécessaire, il est plus facile techniquement de reprendre les zones de Zaporijjia que de reprendre le Donbass, sur lequel il y a une continuité territoriale avec la Russie. J'insiste sur cette question du point de rupture, parce qu'en termes, disons, d'évolution, le changement n'est pas énorme. Je vois les derniers calculs, certains évaluent à
17,8%, 18% le territoire occupé par les Russes. En réalité, leur progression à l'échelle de l'Ukraine n'est pas du tout considérable, mais le rapport de force psychologique, politique, qui là est dangereux pour l'Ukraine. Mais il reste, même simplement pour le Donbass, il reste plus de 10 000 km² à prendre, et les grandes villes qui sont des verrous, c'est pas les petits villages qu'ils arrivent à prendre avec quelques centaines d'habitants qui font vraiment la différence. Donc de toute façon, même ne serait-ce que pour le Donbass, même si les Russes continuent à accélérer, il faudra des années juste pour pouvoir l'occuper. Et ça, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se le permettre. Leur grand espoir, c'est évidemment les élections américaines, et cette rupture, elle ira encore plus vite si non seulement l'aide ne se maintient pas au niveau actuel, parce que les Ukrainiens, eux, ils font un effort industriel qui est très important. À chaque fois que je vais dans les usines, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Mais production de drones, incroyable. De drones, l'Ukraine, immense production de drones. Ils consomment aujourd'hui plus de 4000 drones par jour. Des drones de grande taille. Nous, on a difficulté à en produire une dizaine. On va voir après des batailles de drones très impressionnantes, vous les commenterez. Et c'est très très compliqué, évidemment. Mais oui, très clairement, le point de rupture, il n'y aura pas de point de rupture avec un effondrement du front. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de surprise stratégique comme il y avait en février et mars 2022. Les Ukrainiens reculeront d'une manière structurée. Jusqu'à où, c'est ça la question, jusqu'à où est-ce qu'on va les aider? Sur l'âpreté des combats, regardez cette séquence. Ceux qui filment sont le corps des volontaires russes. Donc ce sont ces Russes qui combattent aux côtés des Ukrainiens. Et ils sont là dans Vovchansk, dans ce qui reste d'une partie de Vovchansk, et la bataille qui continue. C'est impressionnant. Au milieu de ces ruines, qu'est-ce qui reste à combattre? Absolument rien. Faut juste... Leur objectif, les Russes ont retiré une partie de leurs troupes de la zone Vovchansk, qui est le nord de Kharkiv. Donc ils veulent réobtenir la liberté sur la totalité de l'oblast de Kharkiv, qui avait été libérée en octobre 2022. Et donc dans cette zone-là, les Russes pro-ukrainiens, et donc qui souhaitent la chute de Vladimir Poutine pour libérer leur pays, ils s'engagent pour libérer ce village que les Ukrainiens aujourd'hui libèrent petit à petit. C'est quelle arme ici? Alors là, on est simplement sur un AT4, un lance-roquette classique qui tire en ligne droite parce qu'il doit avoir un attroupement de Russes qui doit être un petit peu plus loin. Donc c'est du combat de localité, d'infanterie, avec des hommes qui ont une GoPro qui est attachée sur leur buste ou sur leur casque. Et c'est vraiment le combat de base. Il n'y a pas de blindés, il n'y a pas de soutien aérien, il y a des drones de temps en temps, dans les vidéos plus longues, on voit comment est-ce qu'ils travaillent, mais aujourd'hui on a une quasi-disparition du matériel lourd qu'on voyait, on n'a plus de combat de chars massif comme on pouvait le voir il y a encore quelques mois. En Russie même, pendant ce temps, l'arrivée des Nord-Coréens, cette fois vraiment les confirmations viennent de tous côtés, Pentagone, y compris les Russes, dans une certaine mesure, ces généraux nord-coréens, on ne parle plus seulement de troufions. On parle potentiellement de généraux nord-coréens, en tout cas c'est la Corée du Sud qui l'affirme, qui viendrait en renfort de la Russie. Est-ce qu'effectivement pour vous cette présence peut être problématique pour les Ukrainiens ? Ça dépend du niveau et de la qualité de ces équipes. Effectivement, je disais tout à l'heure, il y a deux armées russes. Si ce sont des troupes de faible qualité, mal formées, avoir plusieurs milliers de soldats en plus qui vont s'engager sur le front et qui vont mourir dans quelques semaines, c'est pas vraiment un problème pour les Ukrainiens. Par contre, si ce sont des troupes d'élite qui sont capables de partir à l'assaut, de trancher d'une manière organisée, de prendre des villages, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Donc si c'est 10 000 hommes vraiment formés, ça c'est une ressource qui est très rare du côté russe. Si c'est 10 000 pauvres types qui vont mourir, là c'est pas grave. Et ça on le saura très prochainement. Le fait qu'il y ait des généraux, par contre, c'est un signe supplémentaire. C'est une guerre ouverte. Ce ne sont pas des volontaires qui vont s'engager dans l'armée russe et qui vont participer. Il y a maintenant deux pays officiellement en guerre contre l'Ukraine, la Corée du Nord et la Russie. Et nous, on est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'on va les laisser simplement utiliser le matériel qu'on leur fournit pour les aider? On n'est pas du tout sur, ne serait-ce que accompagner ce mouvement de montée en tension qu'il y a du côté russe. Les Nord-Coréens ont des moyens en hommes, mais aussi des moyens en missiles, en obus. Oui, alors c'est ça la grosse difficulté avec ces pays qui n'ont pas la capacité technologique d'accompagner, c'est qu'ils font tout pour simplement être une menace, être un potentiel de nuisance. Ils ont fourni des missiles balistiques avec 600 km de portée, 500 kg de charge utile par centaines, qu'ils ont déjà fournis à la Russie depuis maintenant un sacré bout de temps. Et on a vu déjà sur le terrain, depuis plusieurs mois, des lance-missiles anti-chars qui étaient engagés. On se doute que c'était des Nord-Coréens qui les conduisaient. Et maintenant, ils s'engagent directement sur le front. Mais des millions et des millions d'obus, il faut imaginer que la Russie
Russie n'aurait pas pu continuer ses offensives tout cet hiver si elle n'avait pas été soutenue par la Corée du Nord dans ses proportions. Et quand d'autres pays comme la Corée du Sud disent qu'eux aussi vont soutenir l'Ukraine, indirectement via les États-Unis, eh bien ils se font bombarder par la Corée du Nord qui reprend des offensives et donc ils arrêtent leur aide. On n'est pas du tout sur le même registre. Vous êtes en contact permanent avec un certain nombre de combattants, soit des volontaires français, soit des Ukrainiens, enfin, francophones et autres. Que disent-ils là-dessus, sur cette apparition de cet autre ennemi majeur qu'est Kim Jong-un? Alors, encore une fois, je souligne que c'est pas juste moi, j'ai une communauté large qui me soutient. Eux, ce qui les inquiète, c'est encore une fois, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, et est-ce que la Corée du Nord est capable d'aller plus loin? La Corée du Nord, aujourd'hui, elle est en train de monnayer son soutien. Donc elle a tout intérêt à s'engager le maximum pour fournir des missiles, pour fournir des obus, pour fournir des hommes. On parle ici de 5 milliards, par exemple. C'est du cash, là, hein, c'est vraiment du cash. Il y a d'autres moyens. Quoi d'autre? A priori, c'est du troc. C'est un troc, c'est un échange de technologie. Vous savez que la Corée du Nord est un État proliférant qui cherche, donc ils ont la bombe atomique, mais ils n'ont pas réussi à la vectoriser. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas la tirer. Leurs missiles décollent, mais en gros, ils se désintègrent quand ils rentrent dans l'atmosphère. C'est une technologie que les Russes seraient en train de leur fournir. Et ça, c'est la Corée du Sud qui le dit. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la Corée du Nord sera une capacité nucléaire de raser la Corée du Sud, et ils ont des missiles qui peuvent aller jusqu'à l'Europe, jusqu'à la Californie, jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est du troc. La Russie fait exactement la même chose avec l'Iran. L'Iran qui, en échange de ces missiles très très nombreux, a priori va monter en rapidité, en puissance sur le nucléaire plus rapidement, et va aussi recevoir des avions de chasse. Les Sukhoi 35, les derniers avions de chasse russes, qui ne sont pas au niveau de ce que font les Américains et de ce dont dispose Israël par exemple, mais néanmoins, ça c'est une gêne pour tous les pays de la région. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez le bloc des pays arabes dans leur globalité, le Qatar, les Émirats, le Koweït, l'Irak, sont des pays aujourd'hui qui arment militairement l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un club d'entraide qui est en train de se créer, d'entraide technique entre le nucléaire russe, chinois, nord-coréen et petit à petit iranien? Chinois, il n'y a pas de preuve en tout cas, mais le partenariat technologique qui existe entre la Corée du Nord et l'Iran, il est établi maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, avec des transferts de technologie, avec des ingénieurs qui font des allers-retours, même avec des fuites via le Pakistan. Donc on sait quand même qu'il y a une coordination de ces pays, soit parce qu'ils sont islamistes, soit parce qu'ils sont anti-nous d'une manière générale. C'est un cap très important. On sait évidemment, par exemple, que dans le camp occidental, les Américains et les Anglais ont une structure nucléaire en fait très proche, très dépendante. Enfin, il y en a un qui est plus dépendant que l'autre. Oui. Mais on découvre à quel point dans l'autre camp, ça monte. Et bien surtout que c'est en violation de tous les accords internationaux. À la limite que ces pays-là essayent de s'entraider entre eux pour monter en puissance et être capables d'avoir l'arme nucléaire et d'être une menace pour leurs voisins, pour sanctuariser leur espace, à la limite, on comprend qu'eux aient envie de le faire, mais que la Russie viole ses engagements internationaux, prenne ses missiles et que Lavrov dise ouvertement « Nous, on viole les résolutions internationales, on ne respecte plus les engagements, on ne fait pas ce qui est normalement nécessaire pour les pays qui sont les 5 pays membres permanents de l'ONU », ça c'est un problème. Que on les laisse violer tous ces accords, qu'on les regarde sans rien faire et que nous, de notre côté, on continue à même pas aller à la limite de ce qui est légal, ça c'est un vrai problème. Et ce déséquilibre aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en danger et demain, cette guerre, elle se limitera plus à l'Ukraine, puisque si on laisse faire la Russie en Ukraine et qu'ils finissent par remporter ce qu'ils veulent, eh ben c'est la Chine qui va attaquer Taïwan, c'est l'Arménie qui va être en danger, c'est le Nord Kivu en Afrique, c'est le Venezuela avec le Guyana, et la liste, elle est très longue. Démonstration de force de Vladimir Poutine. Cette série d'exercices des forces de dissuasion nucléaire stratégique via des communications spatiales militaires depuis le Kremlin, Vladimir Poutine s'est mis en scène, lui, son ministre de la Défense, Belousov, dans toute une série d'exercices, d'entraînement. Écoutons d'abord son propos, dans sa propre bouche. La triade nucléaire continue d'être un garant fiable de la souveraineté et de la sécurité de notre pays. Elle nous permet de résoudre les problèmes de dissuasion stratégique, de maintenir la parité nucléaire et l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Il est important de disposer de forces stratégiques modernes qui soient constamment prêtes à être utilisées au combat. Voilà, on ne va pas énumérer tous les exercices qui ont lieu, mais les missiles, les Tupolev qui sont à l'œuvre, les Tupolev qui transportent des charges nucléaires, des missiles de croisière à lancement aérien,
Un mot sur l'ampleur d'abord de cet exercice. Alors, quand on parle de triade nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont capables de raser la Terre entière, la France en a également. Il y a des avions bombardiers qui ont des missiles de croisière, exactement les mêmes d'ailleurs qui sont utilisés aujourd'hui pour bombarder l'Ukraine, et ça c'est une difficulté. Il n'y a aucune différence de l'extérieur entre un missile classique, conventionnel, et les armes qui seraient avec une charge nucléaire. Alors que nous, on a vraiment des armes dédiées pour qu'il n'y ait aucun doute en face. Mais si demain la Russie tire un de ses missiles et que c'est du nucléaire à l'intérieur, on ne sait pas le voir venir. Ça, c'est un vrai problème. Et la troisième catégorie, c'est les missiles qui sont tirés depuis les silos. On a parlé du Sarmat, et ils ont des difficultés d'ailleurs à les moderniser et à aller à l'étape suivante. Donc c'est un test global sur tous les systèmes qui existent de par la Russie. Et la crainte qu'on a aujourd'hui, et qui monte depuis le mois de juillet, c'est le réarmement dans le Grand Nord des établissements dans lesquels ils font des essais nucléaires réels, avec des observations qu'on fait en OSINT, ouvertement avec les satellites, comme quoi les Russes sont en train de préparer un vrai essai nucléaire. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet, en particulier cet archipel de Nouvelle-Zambres, qui est tout au nord? Tout à fait au nord. Est-ce que les Russes sont en train d'y préparer maintenant un essai? A priori, ils sont en train d'y préparer. Tous les indicateurs nous montrent qu'ils sont en train de redéployer des hommes sur place, redéployer des ingénieurs, remettre les systèmes de détection pour faire les mesures qui étaient nécessaires à cette époque-là. Ils sont en train même de déplacer des charges nucléaires d'après des sources américaines qui auraient fuité. Et donc on a tout un ensemble d'indications qui nous disent c'est des exercices, et peut-être que l'apothéose de cet exercice serait de refaire des essais nucléaires réels, alors qu'ils se sont engagés à plus jamais en faire, tout comme la France à l'époque. On voit ici, c'est cette espèce de banane qui est tout au nord, là, dans la mer de Barents, c'est cette Nouvelle-Zambres. Ouais, mais ça, c'est un cap pour nous faire peur une fois de plus. On sait très bien qu'ils vont pas demain nous bombarder avec ça. En tout cas, je le souhaite. Mais en tout cas, c'est ça qui empêche nos dirigeants d'agir. C'est cette agitation autour du nucléaire qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les coronesses, j'avais envie de dire, pour oser franchement s'opposer à tout ça. On est frappé, vous dites là. Il y a une espèce de conversation en Europe de l'Ouest. On a peur, on n'a pas peur, c'est du bluff, c'est pas du bluff. Je suis frappé de voir que les Américains ne se posent pas ces questions. Ils vont plus fort. Dans la course aux armements, c'est une logique de courage. 900 milliards. Attention. 900 milliards de dépenses. Voilà. Ils vont dans leur logique. Ne laissez pas parler votre vieux fonds anti-américain parce que... Ils vont dans leur logique eux-mêmes de se défendre, d'être une puissance souveraine, autonome, ce qui est normal. On ne va pas défendre le Luxembourg, a priori. Mais justement, le Luxembourg est un pays de l'OTAN. S'ils respectent leurs engagements, déjà, l'Ukraine serait soutenue à la hauteur de l'engagement du mémorandum de Budapest, par lequel l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires en échange d'une garantie de la fiabilité de ses frontières, que les Américains ne respectent pas leurs propres engagements. Donc dire que les Américains engagent beaucoup de moyens pour leur propre défense, il n'y a aucun doute. Mais par contre, ils ne respectent pas leurs engagements internationaux, et j'espère que Trump demain ne se retirera pas de l'OTAN. Mais même le Luxembourg, même Andorre, on voit à quel point tout pays a besoin d'eux, parce que eux vont à l'affrontement. Eux n'ont pas peur de monter à l'affrontement. On a l'impression que, comme vous le disiez tout à l'heure pour l'histoire de troupes au sol, les Européens non. Ils sont dans une logique de si on pouvait trouver quand même un arrangement. Non, alors je peux vous dire une chose, si demain il y a besoin de défendre notre pays, s'il y a besoin de défendre l'Europe, si demain la Russie rentre dans les pays baltes, il n'y a aucun doute sur la présence française sur place et sur notre capacité de répondre. On a une armée forte, puissante, nombreuse, et si on s'accumule les uns avec les autres et que tout le monde est d'accord et que tout le monde est coordonné, on a vraiment une capacité de résister à la Russie. Notre problème, c'est notre coordination. On ne peut pas dire que dans le cas géorgien, ils montrent un courage délirant, disons. La Géorgie n'est pas en Union européenne, ni dans l'OTAN, malheureusement pour eux. Parce la Moldavie, elle n'est pas non plus dans l'OTAN. Bon, on lui a fait quasi des promesses. Bien sûr. On l'a reçu dans les capitales occidentales en disant « Tenez bon, on est avec vous ». Mais il y a une continuité territoriale avec la Moldavie qui n'existe pas pour la Géorgie ou pour l'Arménie, par exemple. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué à imaginer d'aller défendre les Géorgiens. Mais globalement, il ne faut pas croire qu'on sera faible face aux Russes s'ils commencent. Le problème, c'est que si les Russes, dans 3 ans, là, ils font un cessez-le-feu, dans 3 ans, ils continuent à s'armer et ils ont 1 million d'hommes et ils ont des milliers de blindés, nous, face à eux, on a 2 brigades dans les pays baltes. Est-ce que nos 2 brigades vont les arrêter? Évidemment non. Qu'est-ce qu'on sait de l'actuelle surenchère nucléaire de part et d'autre? Je rappelle donc effectivement les Américains font de grands efforts. Belousov, ministre russe de la Défense, écoutez-le. Alors c'est un discours relativement classique, première frappe, deuxième frappe, etc. Mais la manière dont la Russie est en train de revenir à ce qui existait pendant la guerre froide. Camarade commandant en chef suprême, conformément au plan d'entraînement des forces armées de la Fédération de Russie et sous votre direction, un exercice d'entraînement est mené pour gérer les forces armées de la Fédération de Russie, au cours duquel les tâches consistant à infliger une frappe nucléaire massive avec des forces offensives stratégiques en réponse à une frappe nucléaire de l'ennemi seront effectuées.
Bon. Qu'est-ce que la Russie acquiert ou peut acquérir à nouveau avec ces exercices géants auxquels on assiste? Absolument rien. Leur système est performant. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité de leur système nucléaire et de leur dissuasion nucléaire. C'est de la gesticulation pour nous faire peur, pour continuer. Il y a tous les ans des exercices nucléaires. Nous en faisons au niveau français, au niveau OTAN, au niveau des États-Unis. Les Russes essayent de montrer qu'ils font d'autres choses que d'habitude. Ils montrent leurs sous-marins nucléaires, mais c'est pas plus que d'habitude. La crainte, c'est simplement l'usage qu'ils pourraient en faire, c'est l'évolution de leur doctrine. Dans leur doctrine aujourd'hui, ils disent que l'Ukraine, soutenue par un autre pays nucléaire, est considérée comme un pays sur lequel on peut frapper. Alors que la règle, universellement reconnue, c'est qu'un pays non nucléaire ne peut pas se faire attaquer par un pays nucléaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Chine avait empêché la Russie d'utiliser l'arme nucléaire. C'est que si la Russie l'utilise en Ukraine, ça veut dire que Taïwan a légitimement le droit de retrouver un programme nucléaire comme il l'avait dans les années 70 et qu'ils l'ont abandonné sous pression américaine. Y a-t-il un risque de fuite en avant? L'économie est une clé très intéressante. L'économie russe se porte mal. Il y a eu un discours aujourd'hui de Vladimir Poutine à ce sujet où il essaie évidemment de dissimuler un peu cette réalité. Elle se voit dans l'inflation, dans la courbe de l'inflation, dans les taux directeurs de la Banque centrale russe, dans l'augmentation des prix très concrètes, grande production d'obus, etc. En revanche, ça se passe beaucoup moins bien pour la pomme de terre, par exemple. La pomme de terre, c'est quelque chose en Russie, voilà, ça c'est l'inflation. Pomme de terre, 50% d'augmentation. Le beurre, 23,4%, le pain, 11%, etc. Là, on est là, regardez, c'est ce graphique qui est tellement parlant. Là, pour un certain nombre de ménages russes, comme c'était le cas pendant la guerre froide, pendant l'époque Brejnev, le complexe militaro-industriel tourne à plein régime, mais l'économie réelle va mal. Et c'est ça qui incite toujours plus de pauvres types à s'engager dans l'armée, parce que c'est le seul endroit dans lequel ils vont toucher des milliers d'euros directement sans attendre. Oui, il y a une fuite en avant militaire parce qu'un tiers du budget d'État est engagé dans cette guerre inutile en Ukraine, dans laquelle ils perdent des milliers d'hommes chaque jour qui seraient beaucoup plus utiles à reconstruire leur pays. Oui, économiquement, ça va pas, mais néanmoins, pour l'instant, ils tiennent. Et la question, c'est qui va craquer en premier. Mais tant qu'ils auront la possibilité de contourner les sanctions, parce qu'on les laisse faire dans le contournement des sanctions, tant qu'ils arriveront à vendre leur pétrole, tant qu'on les laissera acheter des machines-outils via des pays intermédiaires comme le Kazakhstan et les autres, oui, ils pourront continuer dans cette fuite en avant. Et leur économie, finalement, elle ne tient pas parce qu'ils continuent sur leur guerre et que le pays est en train de dilapider tous les bijoux de famille qu'ils avaient accumulés pendant des années. Est-ce qu'on sous-estime ce danger de l'économie de guerre? Les historiens rapportent toujours comment, à la fin, même à l'écroulement du Reich, même Berlin détruite, l'économie allemande tournait comme par miracle. Continuer à tourner, parce que l'économie de guerre, c'est très particulier. Bien sûr, la population est bien engagée dans cette économie de guerre et c'est leur seule façon de subvenir à leurs propres besoins. Donc il y a des entreprises classiques qui perdent leurs employés parce qu'ils vont aller être mieux payés pour produire des obus ailleurs. Et donc tant que le pays continue à être en guerre, cette économie, on est sur une sorte de surchauffe, mais cette inflation, finalement, elle n'est pas gênante pour la population qui est engagée dans l'armée et qui travaille au profit de l'industrie de défense. Comment comprendre que les Occidentaux ne profitent pas de ce moment, maintenant que l'économie russe est très, très affaiblie, pour être plus offensifs, et que les Ukrainiens n'en profitent pas? Les Ukrainiens, ce pouvoir de Zelensky qui ne veut pas abaisser l'âge de conscription. Alors, ils en profitent quand même, parce qu'ils tapent régulièrement sur les centrales, sur la production de carburant, donc ils ont quand même un effet direct sur la production et sur la capacité de la Russie à collecter de l'argent. Néanmoins, ils essaient toujours de protéger leur propre population, donc ils ne veulent pas abaisser l'âge de la mobilisation. Ils ne sont pas dans une optique, les Ukrainiens, de repartir sur des grandes offensives comme celle de l'été 2023 qui n'avait pas été un succès. Donc, ils sont simplement sur une position de défense. En termes de défense, et ça je l'ai vu cet été, à l'époque, les personnes, par exemple, dans la région de Pokrovsk, la 58e brigade, ils avaient 20 jours dans les tranchées, 3 jours de repos. Maintenant, ils ont 20 jours dans les tranchées, ils ont 10 jours de repos, ce qui permet à tout le monde de retourner chez lui, même s'ils habitent à l'autre bout du pays, une fois par mois. Le phénomène de la désertion. Hier, sur notre plateau, pour la première fois, Didier François en donnait l'ampleur. Il faut rappeler les chiffres tels qu'ils sont établis, c'est le procureur d'Ukraine qui les donne, le procureur général. 51 000 désertions, plus de 50 000 désertions pour l'année 2024, en l'état 2024. C'est plus du double de 2023. Ça paraît incroyable. On sait que les Ukrainiens sont très patriotes, vous êtes le mieux placé pour le savoir. Il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas
dans la machine de l'État pour qu'on en arrive à ça. Bien sûr, et en plus j'en connais personnellement qui, après 2 ans de guerre, quand ils ont eu une permission, ils sont restés chez eux dans l'ouest du pays où ils sont plus à l'abri et puis ils en ont marre et ils veulent simplement qu'il y ait une rotation. Et avoir une mobilisation qui pourrait être avec des unités plus jeunes. Si vous regardez l'âge des pauvres types qui sont morts au débarquement en 45, ils ont 22, 23 ans. Là, il n'y a aucun soldat qui a moins de 25 ans qui n'est pas involontaire. Comment expliquer ça ? Il faut être conscient. D'ailleurs, il le dit, Zelensky le dit, mais les partenaires occidentaux aimeraient me forcer à baisser l'âge de conscription. Il ne veut pas hypothéquer l'avenir démographique de son pays. Donc il préfère que des gens qui ont mon âge, qui ont peut-être des enfants déjà, meurent et soient engagés. Et c'est pour ça que la moyenne d'âge de ceux qui meurent aujourd'hui est plutôt au-delà de 40 ans. Parce que simplement, ils ne veulent pas aller abaisser l'âge. Comprenez certains Ukrainiens qui considèrent que c'est du défaitisme. Parce que, par exemple, le fait qu'ils aient dépénalisé la désertion. Ouais, alors, quand on déserte, c'est quand même un acte. Normalement, c'est un acte qui vaut se faire fusiller dans un sacré paquet de pays. Et connaissant votre caractère, je pense que vous seriez plutôt pour ce genre de... Non, alors j'irai pas jusqu'à fusiller les déserteurs, mais je pense qu'on peut trouver des options pour que des gens qui ont été très longtemps sur le front puissent faire de la logistique, puissent creuser les tranchées sur les arrières et être utiles d'une autre manière à leur pays. Mais oui. Est-ce que c'est un manque, disons, là, et les Occidentaux et les Ukrainiens partagent ça, un manque d'énergie combative, contrairement à ce que, par exemple, Boris Johnson a toujours dit, jamais négocier, se battre jusqu'à la dernière centimètre carré. C'est un manque d'argent. Pour que les Ukrainiens puissent retirer 100 000 personnes du marché du travail aujourd'hui, il leur faut des gens qui vont payer des impôts à la place, il leur faut des gens, et donc il leur faut de l'argent. S'ils avaient plus d'argent aujourd'hui, ils pourraient mobiliser plus de monde. Mais ensuite, pour avoir des gens, c'est pas simplement des gens qui sont nécessaires pour tenir les tranchées, ça, à la limite, ils en ont suffisamment. Il faut aussi du matériel pour les accompagner. Et donc, il faut des centaines de chars, il faut des centaines d'avions de chasse, il faut des centaines de blindés, de l'artillerie, etc. J'ai été dans des centres d'entraînement, par exemple vers Jytomyr, dans lesquels les hommes étaient formés 2 jours par semaine pendant des mois et des mois. Ils savent se servir des pièces d'artillerie, sauf qu'elles n'arrivent pas. Il y a encore 300 chars qui ont été promis, qui ne sont pas encore arrivés. Donc ça arrive au compte-gouttes, mais il faudrait en avoir plus. Donc quand il y aura plus de matériel, il y aura aussi une logique à mobiliser plus de monde. Mais dans tous les cas, il faudra plus d'argent pour qu'ils puissent engager plus de monde dans leur armée. Le Financial Times a publié ce qui ressemble à un plan de Donald Trump pour l'Ukraine. À vrai dire, de plan, il est difficile, disons, de comprendre tout à fait la logique, mais en tout cas, on comprend bien qu'on va en parler avec Gérard Araud, qui va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants. Trump compte sur le fait que ce soit l'Europe qui prenne en quelque sorte la relève. J'aimerais bien, mais alors il faudra être bien au-delà des 2% de la défense. Déjà, pour être souverain, autonome et capable de se défendre nous-mêmes, il faudrait qu'on soit au minimum à 3%. Dans un effort de guerre comme on l'a aujourd'hui, pour éviter une 3e guerre mondiale vers laquelle on est en train de tendre, évidemment qu'il faut aller bien au-delà dans les dépenses. On est au cœur du sujet, c'est-à-dire est-ce que les Ukrainiens devraient consentir à sacrifier plus de jeunes générations et les Européens plus d'argent, beaucoup plus d'argent, pas un peu plus, comme les Polonais, 4%. On parle d'une question d'éviter la 3e guerre mondiale et éviter d'être ouvertement en guerre avec la Russie dans 2 ou 3 ans, comme le disent les états-majors allemands, comme le disent les renseignements de plein de pays qui sont en première ligne. Donc si on ne fait pas l'effort financier maintenant de soutenir davantage l'Ukraine, oui, demain ce sera le prix du sang qu'on devra payer. Les Ukrainiens, eux, ils n'ont pas le choix. De toute façon, le prix du sang, ils le payent déjà et ce sera pire si on ne les aide pas demain. Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, Gérard Araud. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Excellence, je vous appelle Excellence maintenant, avec les semaines passant. Voilà, il faut être encore plus formel avec vous, Gérard. Merci. Vous savez que Cambacérès, son titre officiel était Son Altesse Sérénissime, oui. Et il avait dit à ses amis, appelez-moi seulement Monseigneur. ça vous va très bien, Monseigneur, ça vous ira très bien, Gérard Araud. On vient d'entendre ici ce que serait le plan de Donald Trump. On va beaucoup parler de Donald Trump ce soir, puisqu'il reste que 7 jours. 7 jours. Vraiment, on se rapproche. Est-ce que son élection serait une mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens ? Je pense, oui. D'abord, je suis à peu près convaincu que les deux côtés, que Trump et Kamala Harris penseraient à la négociation après le 5 novembre. J'étais à Washington il y a quelques semaines. Tout le monde parle de négociations aux États-Unis. La conviction est très clairement que la vague militaire est en train de se tourner aux dépens des Ukrainiens, qu'après 3 ans de guerre, il faut arrêter, il faut parvenir à une négociation. Le problème, c'est que la négociation, elle est évidemment différente selon les termes que l'on offre, et Trump, qui est personnellement hostile à l'Ukraine pour des raisons qui sont liées à sa propre histoire, évidemment, Trump ferait simplement un accord avec Poutine sur des termes évidemment beaucoup plus sévères que ceux que pourrait accepter une administration américaine. Est-ce que vous partagez ça ?
C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup aussi d'Ukrainiens auxquels j'ai parlé. Ils me disent ouais mais on ne sait pas parce que Trump dit j'impose un cessez-le-feu, ce qui est mauvais pour les Ukrainiens puisqu'ils veulent récupérer leur territoire, et je vais être drastique, méchant avec celui qui ne respectera pas le cessez-le-feu. On sait très bien que celui qui va violer le cessez-le-feu sera plutôt la Russie. Et Trump étant imprévisible, est-ce qu'il serait possible que lui soutienne davantage l'Ukraine que ce qu'on voit aujourd'hui? C'est ce que eux souhaitent, même si évidemment, globalement, ils sont quand même pas trop pour Trump. Trump avait été courageux face à Bachar el-Assad, oui, l'allié de Poutine, davantage que Barack Obama. Trump a donné les javelins à l'Ukraine. Trump n'a jamais accepté, par exemple, de reconnaître l'annexion forcée par les Russes de la Crimée. Est-ce que ça laisse des traces dans le souvenir des Ukrainiens? J'ai pas l'impression qu'ils le détestent, en tout cas. Ils préféraient, d'après son discours, ils préféraient quand même avoir Kamala Harris, mais il y en a qui disent que ça vaut peut-être le coup de parier avec lui, parce qu'avec Kamala Harris, ça continue avec ce qu'on voit aujourd'hui sur la lignée, donc pas forcément beaucoup mieux. Trump, c'est peut-être qui tout double, mais peut-être qu'il y a une chance d'avoir vraiment du matériel lourd. Merci beaucoup.